Bonjour Christopher Fomunio. Bonjour. Joe Biden n'est jamais allé en Afrique durant son mandat. Pourquoi le fait-il à la dernière minute? Je crois qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. D'abord, une raison symbolique par le fait que Biden avait promis aux chefs d'État africains lorsqu'il les avait reçus à Washington qu'il effectuera une visite officielle sur le continent avant la fin de son premier mandat. Donc, cette visite rentre dans ce cadre, mais il faut aussi reconnaître que l'Angola est un pays qui pèse sur le continent et que pour les raisons commerciales, bilatérales, et puis les raisons aussi des efforts de l'Angola de maintien de la paix à travers la sous-région, que les chefs d'État, le président américain puisse visiter ce pays. Ouais, c'est tout de même très tardif. Il y avait un désintérêt de l'administration Biden pour le continent africain? Je crois que, comme disent certains, mieux vaut tard que jamais, comme il avait fait la promesse. Effectivement, le calendrier politique aux États-Unis s'est compliqué entre-temps. Il y a eu les élections, il y a eu d'autres événements qui sont intervenus et qui ont empêché à ce que Biden puisse voyager entre-temps. Le fait qu'il le fait quand même avant la passation de service reste significatif et je crois que ça ira dans le bon sens des relations bilatérales entre les États-Unis et l'Angola. Alors ce choix de l'Angola, justement, c'est la première visite d'un président américain dans ce pays. Il est notamment économique, ce choix, avec le grand projet de réhabilitation du corridor de Lobito auquel participent les États-Unis. Pourquoi est-il stratégique pour Washington? Ce corridor Lobito est stratégique parce que c'est le corridor qui fait vraiment la liaison entre la République démocratique du Congo, la Zambie, l'Angola et puis l'océan Atlantique, ce qui devrait faciliter l'évacuation des produits commerciaux et des minéraux aussi vers les États-Unis. Donc, c'est un couloir important, point de vue commercial. Mais aussi, c'est parce qu'il faut reconnaître qu'au sein de l'Afrique centrale, l'Angola joue un rôle capital. Par exemple, dans la crise en République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, l'Angola a toujours pesé dans les efforts de maintien de la paix, de négociation, de médiation. Et je pense qu'il faut que cela soit reconnu même au niveau de la Maison-Blanche. Oui, l'Angola est médiateur dans la grave crise qui oppose le Rwanda et la RDC, qui est très riche en minerais. Ce sujet est dans le viseur de l'administration américaine? Je crois que oui, parce que il n'y a pas de cela longtemps que le secrétaire d'État Tony Blinken avait fait référence à ce conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et lorsqu'un pays comme l'Angola, qui est respecté par tous les parties prenantes, qui pèse aussi sur le plan militaire, accepte de jouer la médiation, il faut que cela soit encouragé. Dans ce conflit entre Kigali et Kinshasa, qui Washington soutient-il? Je crois que Washington, de mon point de vue, semble être tiraillé entre le fait de garder de bonnes relations avec Kigali, mais en même temps de ne pas cautionner les violations des droits de l'homme et la violence que vivent les populations congolaises à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, comment sauvegarder de bonnes relations avec Kigali et avec Kinshasa, sinon d'appuyer fortement une médiation comme celle de l'Angola, qui est une médiation africaine acceptée par les parties prenantes et qui a les possibilités de porter des résultats palpables. La visite américaine vise-t-elle également à contrecarrer les autres influences étrangères qui se manifestent sur le continent? On pense notamment à la Chine en matière économique. Effectivement, c'est évident qu'à l'heure actuelle, il y a une concurrence qui ne dit pas son nom à travers tout le continent. Une concurrence des partenariats, des anciens comme des nouveaux, et que les investissements, la percée même de la Chine dans cette partie du continent, en Angola, en Zambie, en Tanzanie, attire l'attention des partenaires anciens comme les États-Unis d'Amérique. Donc même si officiellement cela ne se dit pas, sûrement que les analystes vont soulever le fait qu'il y a une concurrence rude, surtout que même par rapport au corridor Lobito, il y a aussi la Chine qui finance un projet qui relie l'Angola, la Zambie et la Tanzanie pour une entrée, une percée
dans l'océan Indien. Donc, il y a une concurrence qui pourra être complémentaire pour les pays africains, mais une concurrence tout de même entre les grandes puissances pour attirer le plus grand intérêt des pays africains. Ces orientations stratégiques, diplomatiques et économiques que vous nous avez décrites, Christopher Fumugno, sont-elles susceptibles de changer avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche? Il succédera à Joe Biden à la fin du mois de janvier. C'est peut-être un peu difficile de le dire jusqu'à ce que le président Trump prenne service et que par la suite, on voit les collaborateurs qu'il aura désignés pour gérer le portefeuille Afrique. Mais l'Angola fait partie de ce pays qui a beaucoup d'atouts qui peuvent être attirants, même pour une administration Trump. Donc, c'est un pays qui a beaucoup de minéraux, c'est un pays qui pèse, qui a une force armée qui peut gérer ou contribuer à la gestion de beaucoup de crises dans la sous-région de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe. Donc, je ne serais pas surpris si même l'administration Trump continue dans la même lancée pour nouer et renforcer les relations bilatérales entre les États-Unis et l'Angola.